Maroua est une ville pleine d'histoire. Son nom est chargé d'histoire. Maroua est en fait une dérivation de Marouva, de Bimarva, fondée en 1894 à l'occasion du fameux mouvement du djihad entrepris par Ousmane Dan Foutou. Ces groupes islamo-peuls occupent et fondent donc le Lamida de Maroua en 1894. Ils transforment le nom de Marva en Maroua. Auprès des Peuls, il y avait des Kanouris qui sont venus les accompagner. Ils ont développé tellement du savoir et du savoir-faire qu'un certain nombre de professionnels ont fait le déplacement auprès de Peuls pour urbaniser les villes conquises. Et Maroua n'a pas échappé donc à cette conditionnalité-là. C'est pourquoi quand les Peuls ont donc créé la chaufferie de Maroua, eh bien, ils ont été accompagnés dans l'organisation du tissu économique et, n'est-ce pas, de l'activité culturelle par des groupes ethniques Kanouris et par la suite Haoussa. Dans le cadre du projet de réduction de la pauvreté et action en faveur des femmes, une attention particulière a été accordée au secteur du cuir et c'est dans cette mouvance-là qu'a été mis en place le complexe artisanal de Maroua. La civilisation du cuir aujourd'hui caractérise essentiellement la ville de Maroua. Elle est essentiellement la capitale du cuir du Cameroun. L'activité d'élevage de bovins, d'ovins et de caprins, dont on utilise généralement ces peaux, est une activité réalisée à presque 50 à 60% de la population. Le cheptel de Maroua premier en termes de bovins s'élève à 8 525 bovins. Nous avons 26 726 moutons et 34 542 chèvres. L'élevage des bovins dans sa grandeur est réellement mené par les hommes et ceux qui ont un pouvoir d'achat un peu élevé. Et lorsqu'il s'agit donc des moutons et des chèvres, c'est ce que l'on appelle ovins et caprins en termes scientifiques. Donc ces élevages-là sont pratiqués pour la plupart par les femmes et les enfants. Parce que c'est un élevage qui ne nécessite pas beaucoup de moyens. Donc vous voyez donc que la grande majorité de la population est impliquée dans cet élevage d'ovins et de caprins. Les statistiques d'abattage pour les bovins, en moyenne nous abattons 600 avant. Bon, maintenant nous sommes descendus à 400.
avec des phénomènes que je ne vais pas peut-être vous le dire maintenant. Vous avez vu qu'on a eu beaucoup de problèmes de Boko Haram, d'insécurité. Nous avons encore eu le problème de Covid-19. Maroua est au fil des années devenue une ville pratiquement du cuir. Parce que le cheval qui accompagne le pouvoir, l'éleveur, le pasteur qui accompagne ses animaux, l'agriculteur qui va dans les champs ont besoin d'un certain nombre d'équipements. Et ces équipements-là sont en cuir. Voilà, ça me va. Pour transformer la peau en cuir, il y a plusieurs opérations dont je vous ai dit. Il y a les opérations de rivière, il y a les opérations d'épilage, il y a les opérations d'échanage et il y a ce tannage proprement dit. Or, toutes ces opérations permettent d'isoler l'épiderme, qui est la partie de la peau qui doit être transformée en cuir. Nous reconnaissons que la peau a 3 types de couches: l'épiderme, le derme, l'hypoderme. C'est le derme qui est la partie de la peau qui est transformée, parce que ce derme contient un type de protéine qui réagit, qui interagit avec le tanin. Une fois que le tanin est fixé à ce derme, dans ce derme, il y a ce type de protéine qu'on appelle le collagène. Quand le collagène se fixe au tanin, les bactéries dégradent difficilement, n'est-ce pas, cette substance. Tanin une peau, c'est rendre la peau imputrescible. Cette première composante, qui est constituée des tanneurs, s'est accompagnée par une seconde composante, celle des maroquiniers, ceux-là qui travaillent même ce cuir-là. Merci. Sukunoido. Alko du boriri. Ah? Du boriri. Kai boro. Kai boro ka famde. Kai fam dai wai. Kai sabeza. Kai boro nun. Alko du boro bereta gar. Kai boro. Alka sabeza. Boro japan nai. Kai alko du boro bereta. Kai boro be japan nai. Kai na lara lambawan. Ah? Lara lambawan. Oh lambawan kam. Na bukna ma buta sori kam boro bereta kam. Bon. Yo odi. Yo odi. J'ai commencé avec la maroquinerie depuis ma naissance. Je trouvais que mes parents sont des maroquiniers. C'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre la maroquinerie à côté de mon père. Bon, au fur et à mesure que je grandissais, j'apprenais aussi comment tisser, comment broder, comment rassembler. Après 20 ans, là où j'ai pris l'engagement de m'engager directement à fabriquer mon propre article. À l'époque, il y avait des petits articles que seuls les apprenants peuvent fabriquer. On l'appelait ces articles-là les métèques. Une petite pochette comme ça qu'on accrochait au cou. Artri Malcolm, Mbrai sa poi tatino. En 75, et hato. Do huwa anu warti do huwa ado wakati do huda be nasara do huwa to huwido nasara wara soda ban asir do to wadi wara ha o yidi o pasa kuma huwa dangeru bani
J'ai commencé depuis à l'âge très petit, à l'âge de 14-15 ans comme ça. 15 ans. Oui, il y avait une vieille là qui est dans notre quartier. Il m'appelle souvent pour m'envoyer si au moment qu'il travaille. Je l'aide souvent à tresser certains corps de la communauté sur les samaras qu'on amène au l'artisanal. Donc je l'aide souvent à faire ça. Et jusqu'à alors j'ai grandi sur ça. Donc il a aussi commencé à apprendre un peu. Jusqu'à j'ai commencé à fabriquer les petites bambous pour les enfants. Et je me suis allé à m'envoyer sur ça. Et en plus, comme j'ai fait un petit voyage sur le doigt là, de là j'ai commencé aussi à travailler, ce qui est un peu amélioré la situation, amélioré par rapport à ce que j'ai travaillé avant. Première fois d'arriver ici, j'ai vraiment beaucoup apprécié le travail parce que ça m'a beaucoup plu. Jusqu'au point où j'ai même passé la commande de 2 ceintures et voici aussi ma montre en main qui l'a confectionnée. Étant attaché militaire en Italie à l'ambassade du Cameroun à Rome, pour visiter les fabriques, j'ai vu comment les Italiens fabriquaient les chaussures, ça m'a intéressé. C'est là où j'ai appris ce métier, en Italie, à Sotoria. D'abord, première formation à Rome, dans le laboratoire Ugo Lombardi, pour l'orthopédie. Après, à Milan, pour le modélisme styliste. Et après, à Vigevano, pour la fabrication des machines chez General Machinery Italiane. Et la tannerie à Vicenza, la ville de tanneurs. La cordonnerie est un métier vivant. Parce qu'on ne peut pas fabriquer la chaussure, ne pas vendre. Avant, c'était les initiés. C'était les initiés qui faisaient ce travail de peau. Ça se transmettait de père en fils. Maintenant, tout homme qui a besoin du travail s'y mêle. Les symboles, n'est-ce pas, sont très peu représentés ici. Lorsqu'on prend la peau de la chèvre ou la peau du bœuf, c'est en fonction de l'utilité, de la résistance de la matière. Ce n'est pas comme dans les chefferies de l'Ouest du Cameroun où la panthère représente ceci, hein, le bois représente cela dans le sud. Ici, n'est-ce pas, la condition première de l'utilisation de la matière réside dans sa résistance. C'est l'utilité, c'est aussi la beauté, tout simplement. Pour le maroquinier, je n'ai pas de difficultés. Bon, tout ça, c'est à partir de ces ONG. En même temps, parce que quand on était dans ces ONG, il y avait une collaboration entre le gouvernement camerounais et celle de Français, qui ont fait à ce qu'on se forme. Ils ont dépêché un Français qui est venu directement ici à Maroua, qui nous a formés. Bon, le formateur s'appelait Frédéric Deschamps, puisque lui, c'est un sellier. Et après ça, il y a aussi une femme qui était aussi un bottier qui fabriquait les chaussures. Lui, elle aussi, elle était venue toujours nous former sur les chaussures, la maroquinerie. Donc, ce qui a fait qu'on a amélioré notre qualité de travail. On a compris comment faire un bon travail, comment faire une bonne finition sur tous les articles que nous fabriquons. Et surtout l'art, quand on fabrique quelque chose soi-même, sans toutefois se référer à quelqu'un, fais-moi comme ça, c'est comme si je suis un inventeur dans mon métier. L'argent que nous récoltons au niveau du travail nous permet de joindre les deux bouts, comme disent les gens. Tu as quand même de quoi faire tes besoins et satisfaire aussi les besoins de la famille.
Là, c'est suffisant, mais on n'arrive pas à économiser. À travers l'argent que j'ai gagné dans ce métier, j'ai beaucoup réalisé. Bon, je commencerai d'abord par ma fondation de famille, parce que ça, c'est la base. À partir de là, j'ai fondé ma famille. J'ai amené mes enfants à l'école. J'ai aidé souvent mon père à plier la peau et faire la peinture sur la peau. Moi aussi, je voudrais apprendre ça. Là où je suis là, j'ai 10 enfants. Je les nourris avec jusqu'à 7 là, aillent maintenant à l'école. C'est grâce à ce travail-là que je me bats. On avait eu le financement du gouvernement à travers les FNE. Nous accompagnons les promoteurs ou bien les porteurs de projets à 2 niveaux. Premièrement, sur le plan technique. Ça veut dire nous les accompagnons à d'abord choisir l'idée de projet, au choix de leur idée de projet, à mûrir l'idée de projet, et puis, si possible, à les accompagner à l'élaboration de leur business plan. Nous avons eu à financer plusieurs groupes des artisans, dont parmi lesquels il y a les Calcal 11, Calcal 12, Calcal 13. Nous avons aussi au niveau du service intermédiation ces réunions que nous dénommons réunions sectorielles qui permettent d'impliquer suffisamment les acteurs du marché de l'emploi, de réunir les acteurs d'un même secteur afin qu'ils puissent poser des problèmes, développer des thèmes, débattre et puis arrêter des résolutions et des recommandations afin d'améliorer, n'est-ce pas, les activités dans ce secteur-là. Chaque 2 ans, le ministère organise des expositions de sélection au niveau communal, après des sélections au niveau départemental et une sélection au niveau régional. Il y a les salons départementaux, les salons communaux, salons départementaux et le salon régional. Et on les amène à Yaoundé pour le salon international de l'artisanat du Cameroun, qui est une biennale qui se tient chaque 2 ans. Et nous avons le devoir d'accompagner les artisans producteurs qu'ils profitent du génie créateur de leurs œuvres. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et à quoi puis-je vous aider? Oui, je voudrais déposer une demande d'autorisation de recherche. Là, vous venez l'installer là, vous allez voir en face de vous. Les services que le village artisanal offre aux artisans sont structurés en 4 points. Services en matière de formation, en matière d'animation, en matière de commercialisation et de promotion de leurs produits. Les Juifs s'habillaient avec des peaux, ils utilisaient les peaux effectivement pour mieux, n'est-ce pas, asseoir leur culture. Si on parle de la ville de Maroua, ce sont les musulmans qui ont travaillé, qui ont commencé à travailler dans cette région, ou bien à Maroua en particulier. Au temps ancien, pour conserver les saintes écritures, il fallait écrire sur la peau. On l'appelait les papyrus. Et nous pouvons aussi parler de Jean-Baptiste qui s'habillait en peau. Traditionnellement, on utilise la peau sur les tam-tams, les tambours. Le travail de la peau à Maroua rapporte beaucoup. Parce que la ville de Maroua, vraiment, l'économie dans le tourisme, c'est la peau. Bon, jusqu'à les cordons des villages artisanaux, quand ils passent dessus au bord de la route, ils me voient souvent quand ils travaillent, ils saisit encore là. Ils passent, ils me trouvent, ils disent que bon,
tu es compétent là où, dans notre région, là où on travaille là-bas, au village artisanal, viens, tu vas là-bas. Bon, je n'ai pas toujours le courage de venir. Jusqu'à plus de 2 fois, jusqu'à 3 fois, c'est qu'il faut que je vienne voir comment ça se passe ici. Et dès que je venais, il m'a montré, comme il a vu ma capacité là où je travaille là-bas, bon, il a montré que je peux avoir un magasin comme ça là pour travailler ici. Et dès que j'ai commencé à travailler, avant là, je ne voyais pas comme s'il y a même les clients qui vont venir, comme on est un peu coincé. Mais alhamdoulilah, je vois maintenant que ça marche bien. On a créé les villages artisanaux et tout et tout. Est-ce que les villages artisanaux répondent véritablement à la demande, hein, à la demande des artisans? Les artisans eux-mêmes, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour les encadrer, pour leur apporter des financements, hein, pour les former? Quelle est la part de l'artisanat dans les curricula, dans nos écoles de formation? L'Institut du Sahel a ouvert toute une filière sur le cuir. Mais tous ceux qui sont passés là-bas, que sont-ils devenus? Il ne suffit pas de dire que non, on va construire le village artisanal. Il ne suffit pas de dire que non, on va organiser le salon. Mais tout ça, il faut repenser au niveau des services publics. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas consommer les produits du cuir en termes de chaises, en termes de paraffeurs? Ici, à l'École nationale supérieure polytechnique, la mission fondamentale est d'amener des artisans à améliorer les techniques de fabrication du cuir. J'ai d'abord démarré à Douala. Et ça marchait toujours. Je ne peux pas tout dire ici. J'ai eu des problèmes à Douala avec ma famille. Ma belle-mère qui m'a mentionné, c'est que je vous dis ça. Je ne peux pas cacher. Oui. Et c'est là où j'ai quitté maintenant. Voilà pour Kouma. Sinon, je restais à Douala, je serais encore. C'est que je serais déjà mort. Je me suis installé à Kouma. Et les sécessionnistes, les ambazonnés, m'ont fait quitter Kouma. J'ai chômé pendant 4 ans au village. Oui. Avant de venir faire l'essai ici. Et c'est après l'essai, comme j'ai vu que l'essai ça a marché, j'ai amené les machines. À Maroua, je peux dire que ça se passe bien parce qu'il y a le Tchad à côté. Si vous produisez les chaussures ici à Maroua, on n'achète pas. Il y a des tout ça est à côté. Et on ne peut même pas les satisfaire. Les Congolais qui viennent ici, sans compter les Tchadiens. Les machines que j'ai là, j'ai toute une chaîne de production. C'est grâce à la cordonnerie. Et la tannerie aussi, parce que les deux vont ensemble. Et la machine de tannerie que je travaille avec, c'est fabriqué par moi. Et c'est la cordonnerie qui a acheté le matériel. Oui. J'ai investi pas moins de 42 millions dans ce métier. Et parce que je sais que ça va sortir. Et j'aime travailler toujours avec les machines. J'ai voyagé jusqu'en Chine, où j'ai acheté la machine d'injection plastique. Tout ce que vous êtes en train de voir là, ça, s'il y a un couteau, l'ampoule de ça se trouve à l'intérieur. Dès que je vais installer les machines, je peux couper ça à la main. C'est toute une chaîne capable de faire 200 paires par jour. Mais je produisais jusqu'à 125 paires par jour, avec 33 ouvriers. Afficher veut dire rassembler la semaine à la chaussure. Je me suis dit que je pouvais créer une marque qui devait essayer de faire promouvoir la culture camerounaise. Bon, l'objectif déjà c'est laisser un peu une empreinte sur la société camerounaise à travers déjà la marque qu'on veut mettre en exergue, mais également de pouvoir promouvoir l'industrialisation. J'ai eu la chance de faire la connaissance d'un monsieur suffisamment calé dans le domaine. Il a bien voulu m'accompagner dans le projet que j'ai eu à mettre sur place. J'apprends à tisser pour fabriquer la chaussure tissée et pointillée.
J'aime bien son métier. Moi, effectivement, je fais dans ce métier. Je l'encourage. Les améliorations, ils sont de plusieurs ordres. Premièrement, au niveau d'abord de la conservation. Nous essayons d'apporter notre contribution à ce niveau. Deuxième aspect, au niveau de la transformation. Notre rôle en tant que des experts du domaine, c'est de la maîtrise et du dosage des produits pour avoir des produits finis de très bonne qualité. Depuis le 19e siècle, avec l'arrivée des canneries, avec l'arrivée de Hausa, il y a eu un certain dynamisme du point de vue de la production, du point de vue de la transformation, du point de vue de la commercialisation. Bon, les difficultés dans notre travail, c'est qu'on a cherché la qualité surtout sur les pots. Parce que les pots, les clients exigent la qualité. Deuxièmement, sur les difficultés qu'on rencontre maintenant, sur les accessoires de fabrication. On peut fabriquer maintenant le sac, le temps que cela nous prend est beaucoup plus que ce que nous gagnons dans le travail. Parce que je n'ai pas assez d'accessoires qui m'accompagnent, tels que les machines. Les difficultés financières, il n'y a que ça. Sinon, j'ai déjà assez de matériel. Et quand vous avez ces machines-là, il faut avoir abondamment de matières premières. Quand vous n'avez pas abondamment de matières premières, vous allez chômer. Il y a aussi d'autres difficultés que nous rencontrons par rapport à la révision et au financement. Tous ces artisans ne veulent pas, c'est-à-dire avec l'intérêt. Il y a le FNE qui finance souvent les artisans, mais c'est avec l'intérêt. Les banques, c'est toujours avec l'intérêt. Donc les artisans ont ces difficultés-là dans le financement en général. La région de l'extrême nord est fortement dominée par la religion islamique. Et en islam, l'islam interdit l'intérêt. Donc là, il n'y a pas de débat. Donc, si un musulman pratiquant doit respecter l'usure, doit respecter tout ce qui a trait à l'intérêt. C'est pourquoi c'est un peu compliqué dans cette partie du pays. Il y a certains qui pensent que parce que la religion ne permet pas le prêt avec intérêt. Donc à ce niveau, sur le plan économique de la chose, ça va forcément limiter le développement des activités. Il y a des choses plus graves que l'intérêt que les gens appliquent sur le marché, n'est-ce pas? Le simple fait de ne pas respecter la balance est plus grave que l'intérêt. Donc lorsque quelqu'un vient vers vous en tant qu'institution de financement et vous dit l'intérêt, ça veut dire qu'il est malhonnête au départ. Ça veut dire qu'il n'aura pas, même si vous le donnez là, il ne va pas rembourser. Pour moi, ici dans la région de l'extrême nord, il y a plus de chrétiens que de musulmans, ou bien plus de non-musulmans. Et ça veut dire, et si quelqu'un vient poser cette question sur la table, ça veut dire, pour moi, c'est quelqu'un qui veut des subventions. Le principal problème qu'on a, le premier problème qu'on a, c'est l'inorganisation de ces artisans. L'autre difficulté qu'on a, leur faible niveau d'instruction. Vous savez, on dit ici à Marois, nous sommes dans la logique du tapayaka. On fabrique, on vend, on mange. Les artisans n'ont pas compris que ils peuvent se retrouver dans une mouvance où la connexion avec l'international et d'autres réseaux pourraient davantage leur ouvrir les débouchés. Dans la mentalité de l'artisan, il se dit toujours que il doit être un éternel assisté. Il y avait une société, c'est-à-dire ONG, qui est venue ici à Marois, qui a fondé une société qui va aider les artisans à améliorer leur qualité de travail. Donc ce sont ces ONG-là qui nous ont alors formés dans la qualité. Ziga d'abord, français wari. Wartawi min ɗo kuwa banni. O nasti sare. Minen kuwoɓe ɗo pat o andi. Madame jo man wari nasti sare. Inde kuwowo ka fuu o wi min giɗi min forme on. Min mbi boɗɗum. Min sappo e jeetato kuugal moɗon ɗo
sai wada kalkal on giɗi kugal mon laaɓa on loota ɓe omo bulu on loota laral ɗo kaccenga wala sam ɗo kam nasara wimin ha kalkal kanjum ɓe gadi nda je kalkal giɗa ɗo 800 000 kalkal ɗo kugal ma lamgal banni ɗo ɓe numno ni wala kaccega to ɓe tawi kaccega ɗon waɗay kalkal. Il y a une forme de business aussi derrière les ONG. Les ONG ne viennent pas là pour simplement appuyer les artisans. Il y a d'autres logiques qu'il faille comprendre. Mais les ONG ont fait un travail formidable en termes de structuration, en termes de modification des techniques, en termes d'utilisation des produits, en termes d'ouverture des marchés. Le niveau que l'artisanat du cuir a atteint aujourd'hui est davantage le fait des ONG. On peut voir à travers les ateliers Kalkal, les jalons ont été posés par les ONG, quitte aux autorités de la ville, quitte aux leaders d'artisans et autres de pérenniser ce qui a été posé comme jalon. Nous soutenons les activités liées à l'industrialisation parce que l'émergence en fait c'est l'industrialisation. Si nous parlons d'industrialisation dans cette partie septentrionale du Cameroun, à quoi pouvons-nous faire allusion lorsque vous n'avez que 3 mois de saison de pluie, 9 mois de saison sèche, nous n'avions que le soleil. Est-ce qu'à l'usage du soleil à lui seul peut amener à l'émergence, à l'industrialisation? Nous disons non, mais donc, nous avons le cuir, nous avons le coton, nous avons les fruits, nous avons le textile. Voici les 4 piliers sur lesquels reposera l'avancée de la ville de Maroua vers l'émergence à l'horizon 2035. Quand on parle de l'émergence, sans former les jeunes, ça n'a pas de sens. Il n'y a que l'école que je veux créer pour former les jeunes. On conseille aux artisans de se regrouper en association, en société coopérative ou en GIC afin de monter des dossiers de besoins d'aide financière concernant leurs différents projets. Et nous, on achemine ce projet à Yaoundé auprès de nos administrations concernées. J'exhorte les artisans du secteur cuir à vraiment s'organiser. Il faut s'enregistrer dans les registres que le ministère a mis au niveau de chaque commune. C'est quand une fois qu'ils seront enregistrés, on pourra donc pouvoir les accompagner. Les perspectives sont meilleures, surtout que les deux composantes cohabitent. La tannerie traditionnelle cohabite à côté de la tannerie moderne, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Maroua a su préserver les acquis. Il faut susciter des vocations autour de l'artisanat. Il faut voir comment est-ce que dans nos écoles de formation et autres, qu'est-ce qu'on peut apporter de particulier pour pouvoir promouvoir le secteur de l'artisanat. Et là, tout le monde est interpellé, aussi bien les politiques, les collectivités territoriales décentralisées, les intellectuels. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que nous sortions d'un artisanat que nous concevons souvent avec des préjugés, pour faire de l'artisanat un véritable secteur au service du développement, j'allais dire du développement durable. Je voudrais dire à tous ceux-là qui sont acteurs de l'industrialisation de ne pas phagocyter les acquis de l'histoire, les acquis de la mémoire.